Bonjour Laetitia Dablan. Vous êtes urbaniste, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, directrice de la chaire Logistic City. Alors l'année dernière, on parlait de la ville du quart d'heure, mais ça c'était à l'époque où on avait le temps. On était plutôt tranquille et cool. Non, parce que cette année, on est plutôt sur la ville des 10 minutes, avec un engouement croissant pour la livraison des courses en 10 minutes. Que faut-il penser de cette ville du quart d'heure, cette ville des 10 minutes, celle où les pouvoirs publics et les entreprises promettent d'accéder à des services en des temps records? Vous allez nous livrer votre analyse, mais je vous propose d'abord d'entendre et d'écouter Marie-Frédérique Naud, qui est directrice générale adjointe du réseau La Poste, qui est partenaire de cette journée. Elle évoque la proximité et la nécessité, selon elle, de la réinventer. Le groupe La Poste est en transformation depuis plus de 600 ans au service de ses clients. Les Français envoient encore du courrier, mais de moins en moins. Ce qui ne veut pas dire que les échanges entre particuliers s'affaiblissent ou s'atténuent, bien au contraire. Les échanges sont autres, ils sont notamment par voie numérique, et les échanges nécessitent un socle de confiance, ce que nous souhaitons toujours incarner. Le besoin de poste. En fait, nous avons été, comme tout le monde, concernés par cette crise Covid, par ces confinements, et protéger nos équipes, protéger l'ensemble des visiteurs, des clients était au cœur de nos priorités. Ceci étant, ce que nous entendions, c'est que nous avons besoin de la Poste. Et ça fait véritablement chaud au cœur. Ce pourquoi nous avons très vite mis en place beaucoup d'actions pour sécuriser notre présence, pour sécuriser cette distribution de courrier, pour sécuriser l'ouverture de nos points de vente, de nos points de contact, pour être au plus près des Français. Donc, ce qu'a révélé les confinements, c'est que la Poste, elle est extrêmement importante pour les Français. Cette question est extrêmement importante puisqu'elle nous concerne depuis toujours. Accompagner les Français dans l'inclusion, qu'elle soit sociale, numérique ou bancaire, fait partie de notre ADN, fait partie de nos missions de service public et nous en sommes fiers. Très récemment, nous venons par exemple d'installer et nous formons encore plus de 100 conseillers numériques à la Poste qui accompagnent les plus défavorisés ou ceux qui ne savent pas, tout simplement, pour les aider à se servir des services en ligne et ce, dans tout un tas de contextes. Nous mettons en place également des étapes numériques, autrement dit des lieux dédiés à cet apprentissage. Nous venons d'ailleurs d'ouvrir le premier à Agen très récemment. Et enfin, nous sommes partenaires dans bon nombre de communes au service des maisons France Service dans lesquelles nous apportons un service de même nature. Donc accompagner les Français, accompagner l'inclusion, cela fait partie de ce que nous faisons avec bonheur et plaisir depuis de nombreuses années. Figurez-vous que chaque jour, il y a encore plus de 900 000 clients qui franchissent les portes de nos bureaux de poste. Alors, je veux bien que l'on imagine un monde sans bureau de poste, même si j'en doute fort. En tout cas, pas un monde sans poste. Je vous disais tout à l'heure que la proximité qui était importante pour nous, qu'elle soit physique, géographique, de service, humaine, voire émotionnelle, cette proximité-là, elle s'incarne et elle s'incarne par cette nouvelle proximité réinventée qui mixe des services digitaux, certes, mais toujours et encore des bureaux de poste dans lesquels il se passe des choses, des bureaux de poste, lieux de vie. Et ça, y aura-t-il une poste sans bureau de poste? Franchement, personnellement, je n'y crois pas. Alors, on va évoquer avec vous, Laetitia Dablan, la ville du quart d'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est finalement, est-ce que c'est une réalité, un concept, et quelle est l'analyse que vous portez sur ce sujet? Alors moi, spécialiste de la mobilité essentiellement commerciale et logistique, la ville du quart d'heure m'interroge. C'est un concept et à la fois une réalité. Hein. On est quand même beaucoup servi par beaucoup d'activités, y compris à un quart d'heure de chez nous à pied ou en vélo, ce qui est la définition officielle aujourd'hui des villes, de Carlos Moreno qui a remis ce concept à la mode il y a quelques années. Mais il me semble, moi, que donc c'est un concept aussi un peu normatif, c'est-à-dire que on veut insister sur un renouveau de la proximité.
On est entouré de toutes les activités et donc on n'a pas besoin de bouger. Et donc pour une personne qui travaille sur la mobilité, c'est un petit peu contradictoire, si vous voulez, parce que pour moi, surtout dans les métropoles, la mobilité, c'est un bien essentiel et c'est fait pour justement pouvoir éventuellement aller absolument de l'autre côté de la métropole si on en a envie. Donc par définition, cette proximité nouvelle, c'est peut-être un concept qui est un petit peu nostalgique, je dirais, mais c'est quand même une réalité. On est déjà très, très bien approvisionné, notamment en marchandises, par un tissu dense, notamment en France, de magasins encore. Quels sont vos travaux de recherche? Quelles sont les thématiques de vos travaux de recherche? On est des spécialistes de la mobilité logistique et on travaille sur tout l'impact des nouveaux modes de consommation sur les services logistiques derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Toute l'intendance de la ville en termes d'approvisionnement des villes ou d'expédition de ce qui sort des villes, notamment les déchets par exemple et tout ce qui est recyclé. Et donc la ville du quart d'heure, pour moi, en tant que concept, c'est aussi quelque chose qui me paraît un autre paradoxe, c'est-à-dire que pour être sûr qu'une personne est à 15 minutes, encore une fois, à pied ou en vélo, soit à proximité de tous ces équipements sportifs, culturels, commerciaux, administratifs, en fait, derrière, il y a des approvisionnements de tous ces lieux. Il y a la construction de tous ces lieux avec des systèmes de transport de matériaux qui vont être très très importants. Il y a l'approvisionnement au quotidien des magasins, l'approvisionnement au quotidien des bureaux, etc. Donc derrière, il y a une intendance qui n'est pas du tout du quart d'heure, qui est le résultat de chaînes logistiques parfois très très complexes et qui viennent de très très loin, qui peuvent venir de l'autre côté de la planète. Aujourd'hui, donc vous dites que c'est plus qu'un concept, c'est une réalité dans un certain nombre de villes. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements que vous avez détectés et qui vous inquiètent? Sur la disponibilité en un quart d'heure de tout? Oui, bien sûr. Et on aimerait tous qu'il n'y ait absolument aucun désert culturel, aucun désert sportif. Il y a des cités, notamment des endroits pauvres, qui sont mal desservis par des équipements de proximité. C'est tout à fait vrai. Mais je crois que le déficit, le désenclavement est peut-être un concept encore plus important. C'est-à-dire qu'il faut que des endroits qui éventuellement aient presque tout à proximité puissent aussi être garants d'une mobilité plus lointaine si, encore une fois, les habitants veulent aller voir ailleurs. Comment on peut gérer à la fois la nécessité d'être livré, par exemple, rapidement et qu'on veut en même temps maintenir des conditions sociales ou salariales correctes pour les livreurs, par exemple? Ça, c'est quand même un vrai sujet sur lequel vous avez travaillé. On travaille beaucoup sur ces nouveaux métiers, la livraison instantanée. On a introduit le terme il y a 5 ou 6 ans de cette livraison instantanée. Donc c'était à l'époque la livraison en moins de 2 heures, parce que c'était les nouveaux services d'Amazon Prime Now, c'était les nouveaux services d'Uber Eats ou de Deliveroo, c'était le milieu des années 2010. Et aujourd'hui, on parle de ultra fast deliveries, on est 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes en Chine pour AliExpress. Donc c'est un nouveau produit, hein, c'est uniquement l'épicerie du quotidien qui est livrée extrêmement rapidement chez les gens. Et à Paris aussi, désormais. Absolument. Peut-être dans d'autres métropoles. Dans les grandes villes européennes, depuis un peu moins d'1 an. C'est d'ailleurs très européen. Donc ça fonctionne comment alors, en fait? Les coulisses, puisque vous nous dites, c'est ce qu'on voit, il y a les coulisses. Aussi simples ou aussi complexes que les coulisses d'un magasin. En fait, c'est un équipement de proximité commercial qui existe déjà, hein, qu'on connaît très très bien, notamment dans des villes comme Paris, mais qui transforme les tout derniers mètres, j'exagère, hein, c'est entre 1 et 2 km en général de rayon d'action, qui les professionnalise. Donc la dernière mobilité va être faite par un livreur, alors que jusque-là, c'était l'habitant qui allait dans le magasin de proximité. Donc finalement, c'est une toute petite chose qui va changer, mais le concept, tout simplement, est celui du magasin de proximité. Donc d'une certaine façon, c'est un peu un non-sujet, sauf que derrière, il y a une logistique qui également doit s'adapter. Et on crée ces nouveaux métiers. Alors vous parliez du social à c'est nouveaux métiers posent énormément de questions. Ils génèrent...
cette nouvelle activité de livraison instantanée, rapide, quick, ultra fast, etc., génère des dizaines de milliers d'emplois dans les grandes villes. On n'est pas du tout sur un petit phénomène, hein, c'est considérable en termes d'emplois, et on commence à avoir autant de livreurs à vélo, en scooter ou à pied et à trottinette que de livreurs en véhicules utilitaires légers. Donc sur les grands chiffres, on commence à être sur un nombre d'emplois considérable. Un nombre d'emplois considérable avec beaucoup d'accidents aussi. Alors voilà, il génère un grand nombre de dysfonctionnements sociaux et de sécurité routière. Et ça, c'est plutôt nouveau, effectivement. Donc, avec une différence aussi de statut, c'est-à-dire il y a les salariés ou les auto-entrepreneurs. Et il y a un certain nombre d'études d'ailleurs qui montrent que généralement, le statut d'auto-entrepreneur qui a été très valorisé au moment du début d'Uber, etc., mais de ces services, est plutôt de plus en plus contesté et pas du tout désiré par les livreurs. Alors, on fait des enquêtes précises auprès des livreurs. On va voir les livreurs sur le terrain. On a décidé de faire des enquêtes de terrain parce que les enquêtes sur Facebook, par exemple, qui sont aussi une autre solution, ne sont répondues que par les livreurs qui veulent bien y répondre. Et donc, on rate un certain nombre de personnes, notamment ceux qui louent des comptes. Ils sont très nombreux. Ou ceux qui utilisent des scooters, ils n'ont pas le droit d'utiliser des scooters, mais ils les utilisent. Donc ceux-là auront moins de propension à nous répondre. Donc on va sur le terrain, on leur parle et on essaie de faire une enquête aléatoire mais systématique. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un très grand échantillon et on les rencontre, on essaie de parler à tous ceux, même ceux qui ne veulent pas nous répondre. On y arrive parce qu'en fait ce sont des gens qui ont souvent du temps libre puisqu'ils sont entre deux commandes et finalement c'est évidemment anonyme et finalement ils sont assez volontaires pour nous parler de leur métier. Le statut et la liberté qu'ils représentent, le statut d'auto-entrepreneur, ils y tiennent en grande majorité. Ce qu'ils veulent, c'est être mieux payés. C'est très simple. C'est une population très jeune. Au départ, c'était surtout des étudiants. Aujourd'hui, ce sont surtout des gens sans diplôme et qui sont à plein temps. C'est la très très grande évolution. Maintenant, on est sur un métier de plein temps et ils veulent garder cette liberté que leur permet le statut d'entrepreneur et encore plus celui de loueur de compte. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ils ne veulent pas être maltraités au sens notamment financier et au sens notamment de la valorisation des primes dans tout ce qui concerne les conditions météo compliquées. Pendant le Covid, ils ont été un petit peu énervés de ne pas avoir été un petit peu plus valorisés financièrement parce que c'était devenu un peu plus compliqué de livrer pendant le confinement notamment. Voilà, c'est surtout ça qui les gêne. Et la sécurité routière, c'est un secteur où il y a 2 fois plus. Vous avez des chiffres ? On a des chiffres, c'est ceux qu'on a interviewés donc, qui étaient sur le terrain, donc ils n'étaient pas sortis du métier, notamment à cause d'accidents par exemple. Ils étaient à 30% avec un accident dans le passé récent, ce qui est énorme. Hein, même pour un métier de la livraison, de la logistique, on est dans le double en termes de nombre d'accidents. Mais est-ce qu'ils sont eux-mêmes à l'origine d'accidents sur la voie publique ? Probablement, ça. Alors, c'est une bonne question. On va leur poser la prochaine enquête qui aura lieu en février prochain. On ne l'a pas posée comme ça et il n'y a pas de données aujourd'hui de la police ou des municipalités, donc je ne peux pas vous répondre. Je soupçonne que oui, ce sont des gens qui vont vite. Et ils sont de plus en plus en moto, donc en scooter on en a parlé, en moto et en voiture aujourd'hui, y compris dans le centre de Paris. Trottinette ? Oui, il y en a beaucoup qui utilisent trottinette. Ça, c'est très récent quand même. Donc en fait, on est dans un paysage qui est vraiment extrêmement accéléré quand même. Absolument, et très très diversifié en termes de mode, ce qui pose d'ailleurs aussi quelques problèmes d'environnement en termes de vieux scooters. Alors, la notion du temps de livraison pour l'utilisateur, le client, et temps de livraison aussi pour l'entreprise opératrice est évidemment majeure, j'imagine, dans le business model. Jusqu'où on peut aller en termes de rétrécissement du temps ? 5 minutes, je pense, puisque c'est ce que font les villes chinoises depuis 5 ans. Donc, c'est non seulement le temps de livraison, mais c'est aussi le temps l'organisation du magasin. Il inclut le picking dans le petit magasin qu'on appelle le dark store, qui est en fait c'est comme un magasin avec quelques références les plus demandées. Ça, c'est de la donnée précédente qui est analysée. On sait ce que veulent les gens. Il y a 2000, 3000 références.
Avec les produits les plus on pique, utilisés c'est-à-dire on le prend. plus près possible de la sortie. Enfin, c'est extrêmement... Oui, c'est organisé, mais ce Ouais. sont des petits endroits. Là, je D'accord. parle de cette livraison de l'épicerie avec toutes ces nouvelles entreprises européennes, hein, pour l'essentiel, qui d'ailleurs essaient de s'installer aux États-Unis aujourd'hui, mais qui existaient déjà en Chine depuis un certain nombre d'années. C'est une ultra-efficacité, mais quand même une sorte de dark store, enfin de magasin, de petit entrepôt ultra simplifié, hein. Vous avez très très peu de références. Donc on va toujours forcément aux mêmes endroits pour collecter ce que la commande a demandé, et on inclut donc dans les 10 minutes le temps de préparation de la commande, mais qui est basique, hein, généralement, et puis de livraison. À un moment, on a parlé de livraison par drone. C'est toujours d'actualité ? Oui, je pense qu'il y aura un créneau forcément, parce que les drones sont devenus pas chers et ils sont intéressants sur le plan économique. Une livraison en drone est maintenant plus économique. Donc forcément, il y aura... Et comment ça pourrait... il se passera comment quelque ça chose. fonctionne ? Pas Comment en pleine potentiellement vie. ça fonctionne ? Très simplement, hein, vous avez le dernier kilomètre qui est en fait 5 à 10 kilomètres qui se fait par un drone. Alors, dans les endroits où ça se fait déjà beaucoup, hein, mais c'est dans du périurbain, c'est surtout dans du périurbain chinois, il y en a un petit peu dans des endroits aussi inaccessibles, et du rural, donc du périurbain et du rural. Donc vous avez les derniers 10 kilomètres qui sont faits dans un corridor très bien défini par une réglementation, une autorisation spéciale, un drone qui va déposer dans un jardin, beaucoup, hein, ou dans une copropriété avec une organisation spécifique de l'atterrissage. Ça arrive. Je pense qu'il y aura un tout petit marché, parce que ce qui va être très compliqué évidemment en ville, c'est la sécurité, c'est la réglementation, c'est l'autorisation à obtenir. Oui, puis c'est pas. Est-ce que c'est forcément de la livraison individuelle ou c'est de la livraison regroupée à un certain endroit ? On pourra regrouper de plus en plus, parce que ces drones vont être capables de prendre des charges de plus en plus importantes, mais pour le moment, c'est plutôt individuel. Donc aujourd'hui, si on est entrepreneur ou potentiellement entrepreneuse dans le domaine de la logistique, tout quasiment est à inventer, et il y a finalement beaucoup d'opportunités. Les entrepreneurs peuvent s'amuser dans la logistique. Ce qui m'a étonné quand on a tout ce mouvement de livraison ultra tech, ultra rapide a démarré, donc au milieu des années 2010, j'étais étonné parce que jusque-là, c'est un secteur très low cost, low price, des marges très très faibles. Et donc ça s'est confirmé, hein. Toutes ces nouvelles entreprises ne font absolument pas de bénéfices, mais on est dans une économie mondiale où des investisseurs sont là. Il y a de l'argent à investir, et à partir du moment où un besoin se crée, manifestement, les consommateurs urbains aiment bien ces nouveaux services. Ils peuvent être très contradictoires, les consommateurs. Ils peuvent dire que c'est pas bien et en même temps le faire. Mais à partir du moment où il y a cette demande, les investissements existent, et donc ces entreprises arrivent à trouver constamment de l'aide financière pour se développer. Il va en rester quelques-unes, hein. Aujourd'hui, il y en a beaucoup trop, évidemment, mais elles le savent toutes. Et donc, ce qu'elles veulent, c'est être les plus connues en termes de marque, et puis être celles qui restent et qui captent le plus de parts de marché. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la place ou pas, finalement, pour démarrer une activité dans cette... Un investisseur derrière, un venture capitaliste, évidemment qu'il y aura de la place, mais il y a un moment où il va falloir quand même... structurés, rationalisés, et donc ils vont se racheter entre eux, hein. C'est ce qui s'est passé avec donc les livraisons de repas, Deliveroo, Uber Eats, qui sont les deux plus grands pour la France. Il y en avait beaucoup plus il y a quelques années. Donc dans chaque grande région du monde, vous avez une structuration et des entreprises qui s'achètent les unes les autres. Puis il y a aussi beaucoup d'accords entre la grande distribution et ces nouveaux services de livraison ultra rapide également. Donc c'est aussi comme ça que vont évoluer les choses. Ça veut dire aussi que les infrastructures de transport vont devoir s'adapter. Comment vous anticipez ce mouvement ? Il y a deux choses qui bougent beaucoup avec ces nouveaux besoins de consommateurs, de livraison à domicile
ou pas à domicile, d'ailleurs, il y a beaucoup de livraisons sur les points relais. J'étais surprise de la statistique des 900 000 personnes qui vont dans un bureau de poste tous les jours. Je ne la connaissais pas, mais je pense que ceux qui se rendent dans des points relais, notamment en France, c'est encore plus. Donc on est déjà dans cette habitude d'aller chercher ces colis ailleurs. Donc je pense que c'est des choses qui font évoluer à la fois l'immobilier logistique, on n'en a pas parlé, mais il y a des choses très très innovantes dans la ville du futur qui sont des entrepôts à étages très près des consommateurs et des zones denses. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans un certain nombre de régions, notamment dans les grandes villes asiatiques. Donc des espèces d'entrepôts ultra high-tech, ultra HQE, mais à étage ou en souterrain. Et puis, d'autre part, évidemment, le partage de la voirie, les modes. Il va falloir des modes plus silencieux et plus propres. Ça, c'est pour l'ensemble des mobilités. Mais ça s'applique évidemment de très près à l'ensemble de la logistique urbaine et des livraisons, parce que pour le moment, c'est encore un système qui fonctionne littéralement avec des vieilles camionnettes, avec des vieux scooters, on en est là. Donc il y aura une transition et une révolution sur ces modes-là rapidement, elle va arriver rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir se partager la voie publique, et ça veut dire aussi qu'il faut statuer sur les zones qui sont dédiées à tel ou tel transport. Comment de quelle manière vous accompagnez, vous, la décision publique sur cette question ? Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est moins dans le partage très très strict de l'espace public. On est plutôt dans un peu comme la rue de Rivoli ou à Paris, où c'est plutôt un espace où la voiture est exclue, mais tout le reste passe un peu comme Expliquez-nous comme alors. ils vont. Prenons l'exemple de cette rue de Rivoli. Je dirais. Prenons l'exemple de cette rue de Rivoli pour qu'on essaie de visualiser. Vous avez les services qui peuvent passer, y compris les taxis qui sont considérés comme des services, et vous avez toutes les mobilités douces, y compris les vélos cargo. Donc les vélos cargo, c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant, ça a existé depuis toujours, et aujourd'hui ils sont de nouveau très à la mode dans les grandes villes développées, je dirais, mais beaucoup en Europe, qui est à la pointe de ce phénomène. Et de fait, ce service de livraison, finalement, arrive à s'insérer dans ce nouveau partage de voirie à mobilité douce. Il n'est pas du tout exclu, mais il a changé de mode. Ce ne sont plus des camionnettes, ce sont des vélos cargo qui d'ailleurs ont des volumes utiles intéressants. Donc on est dans une adaptation constante. Alors moi ce que je fais on travaille beaucoup nous avec les grandes villes en France et on fait beaucoup de comparatifs avec l'étranger. Lesquels ? On travaille aux États-Unis. On est associé avec un centre à Los Angeles, donc on voit un peu l'énormité de la logistique californienne et qu'on compare aux villes européennes. Et puis on travaille aussi beaucoup sur les villes asiatiques, mais plus en termes de collecte de données et d'informations. Donc nous, on travaille sur plusieurs sujets. Donc les zones à faibles émissions et la place des poids lourds, c'est un vrai sujet parce que les villes veulent... Les Français sont en retard. Les villes françaises sont très très largement en retard sur les zones à faibles émissions, mais elles vont accélérer suite à la loi climat. Alors expliquez-nous les zones à faibles émissions. Donc, les ZFE. Oui, c'est un outil extrêmement banal en Europe où l'interdiction des vieux véhicules est décidée par la ville pour entrer dans la ville. Alors c'est pas du tout l'imposition de véhicules électriques ou ultra propres, c'est l'interdiction des très vieux véhicules. En gros, on interdit les véhicules qui ont de plus de 8 ans. Donc on n'est pas non plus dans le très très restrictif, mais ça s'applique notamment aux poids lourds et aux camionnettes, où là ça peut devenir un petit peu plus dur, surtout pour les camionnettes. Les poids lourds en général sont plutôt récents, même ceux qui circulent en ville. Donc là c'est pour répondre à la nécessité d'émissions carbone réduites. C'est les zones à faibles émissions, c'est plutôt pour les émissions de NOx et les émissions de particules, parce que les vieux véhicules, notamment les véhicules de la logistique, sont très très générateurs de NOx et le diesel. Et donc aujourd'hui, la réglementation supplémentaire sur le CO2 s'ajoute aux zones à faibles émissions. Et donc on arrive à des zones à zéro émission. Donc là, on est à la fois dans le concept de la lutte contre la pollution locale, les NOx, les particules, et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc ces zones à zéro émission vont poser d'énormes problèmes pour l'approvisionnement des villes, très concrètement, parce que des villes, aujourd'hui, veulent... C'est Oslo, c'est Amsterdam dans très peu d'années. Londres, avant 2025, aura 3 zones à zéro émission. Plusieurs quartiers californiens sont à zéro émission. Ce sont des villes où le véhicule commercial lourd, le poids lourd, l'autobus, ne pourront plus passer s'ils ne sont pas électriques ou, dans le futur, hydrogène propre. Et donc là, on est sur une vraie
réflexion concrète pour savoir comment on fait. Parce que si on perd tous ces poids lourds, on va se retrouver avec beaucoup de VUL. Les VUL, c'est les camionnettes et les fourgonnettes ou les vélos cargo. Ils seront zéro émission, ils seront électriques ou à propulsion assistance électrique, mais ils seront beaucoup plus nombreux. Donc on est sur un vrai dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux le poids lourd qui massifie et qui permet en fait d'éviter énormément de ce qu'on appelle les véhicules kilomètres, donc l'occupation de la voirie par les véhicules, ou bien plein de petits véhicules, beaucoup trop, même s'ils sont super propres. Ça veut dire que vous modélisez ces deux hypothèses? Absolument. Et on montre les scénarios d'interdiction totale des véhicules. Et donc, il faut un camion du futur, mais il ne faut pas perdre le camion. Voilà. Alors, donc, si vous modélisez ces deux hypothèses, peut-être vous avez un exemple d'une ville pour laquelle vous l'avez fait. Quelles sont les conclusions et quelles sont les recommandations que vous faites? Les recommandations, alors je finis sur les camions, je suis un petit peu, je vais passer pour Madame Camion, mais j'aime pas plus les camions que vous, mais ils sont un outil d'approvisionnement plus efficace de tout ce qui vit en ville, et notamment si on a la ville du quart d'heure, plus tard il faudra qu'elle soit approvisionnée. Et donc ces gros outils de massification, il faudra qu'ils soient beaucoup plus propres, il faudra qu'ils soient à zéro émission. Donc il faut travailler sur ces camions électriques ou ces camions à hydrogène propre plus tard, mais il y aura une période de transition qui sera compliquée. Et on travaille aussi beaucoup, nous, sur le mode fluvial pour l'approvisionnement, notamment en matériaux de construction et de déconstruction de tous les nombreux chantiers en ville. Donc il y a un certain nombre de modes, mais je pense que ce concept de massification de ces approvisionnements, de tout ce qui sort aussi des villes, est très très important. Quelles seraient les premières villes en France qui adopteraient ces ZFE? On en a déjà 3, ce qui est le record européen au faible nombre, je tiens à le souligner, y compris les villes du Sud, les pays du Sud. Donc on n'est pas du tout en avance. Alors l'autre caractéristique en France, c'est qu'elles sont assez peu appliquées, y compris par rapport aux villes italiennes qui sont beaucoup plus strictes sur l'application avec des caméras, par exemple. On a parlé des caméras tout à l'heure. Mais à partir de 2025, toutes les grandes villes françaises devront avoir une zone à faibles émissions de par la loi climat. Une zone, ça veut dire quoi? Parce que c'est une zone... Elle devra forcément être métropolitaine. Donc par exemple à Paris, on n'est plus sur une... Paris fait partie des 3 villes qui ont une ZFE. On n'est plus sur une ZFE ville de Paris, on est sur une ZFE qui aujourd'hui englobe 80 municipalités. Ce n'est pas une obligation aujourd'hui, parce que vous savez que chaque maire, donc les 80 communes de la ZFE parisienne, ont le pouvoir de dire oui ou non. Ça a été très rigolo de suivre la carte de cette zone à faible émission parisienne, métropolitaine, parce qu'à partir de 2015, quand elle a commencé à être discutée, on voyait quelques communes qui acceptaient de signer les arrêtés municipaux qui permettaient de mettre en place cette ZFE. Et puis progressivement, la carte est devenue de plus en plus verte. Donc aujourd'hui, on est à un quasi plein de tout ce qui concerne les communes qui sont à l'intérieur de l'autoroute A86 qui entoure la métropole, la zone dense de la métropole. Bon, a priori, c'est quand même plutôt un mouvement irréversible. Est-ce que vous le prenez en compte dans vos modèles, des questions d'acceptabilité? Oui, bien sûr. Alors, j'ai des collègues qui travaillent sur l'acceptabilité par les personnes, ça pose énormément de problèmes sociaux. Les ZFE, il faut aider les gens à se convertir à des véhicules plus propres. Et nous, on travaille beaucoup sur l'acceptabilité du côté du système logistique, c'est-à-dire les prestataires logistiques, les opérateurs de transport, les e-commerçants également, qui sont très impliqués dans ces questions, parce que les e-commerçants veulent des entrepôts de plus en plus près des villes, ou des micro-hubs pour pouvoir livrer très très rapidement, mais ils savent que ces approvisionnements vont se faire avec des véhicules lourds. Donc ils sont très concernés par ces questions-là d'évolution des règles. Et quand vous dites qu'il va falloir accompagner les gens, c'est-à-dire? Alors les gens, c'est des équipes qui travaillent sur ces questions-là. Je crois que ce sont des aides financières, mais je vais juste vous parler de notre expérience sur l'acceptabilité par le monde de la logistique. Je crois que les élus ont toujours tendance à sous-estimer l'adaptabilité, la résilience. Là, je prends le mot de tout à l'heure, mais pour l'adapter, pour l'appliquer aux opérateurs de transport, aux livreurs. On sous-estime, notamment au niveau de la puissance publique, leur capacité d'adaptation. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup avec ces transporteurs, des petits, des grands, il y a de tout.
Hein, on a des startups jusqu'aux très très gros groupes qui font également appel à plein de sous-traitants. Ils étaient prêts à des ZFE beaucoup plus tôt. Ils étaient prêts, ils n'étaient pas contents, mais ils étaient prêts à le faire à l'écotaxe poids lourds, qui concernait énormément les autoroutes urbaines, ce qui aurait été aussi un signal fort, à mon avis, qu'on a un petit peu raté, puisqu'on a abandonné cette écotaxe. Donc ce monde-là de la logistique, il est plutôt prêt à le faire. Il râle, évidemment, il est absolument furieux, mais il est plutôt prêt à le faire. Or, on pense qu'il ne l'est pas. Voilà. Expliquez-nous ce paradoxe alors. Ils ont conscience de la nécessité de le faire ? Et ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils ont leurs propres difficultés, mais ils ont conscience de la nécessité et surtout ils pensent que la puissance publique va leur imposer ça plus vite. Et donc ils sont un petit peu étonnés et ceux qui sont vertueux, parce qu'il y en a plein qui se lancent en avance. Par exemple, Monoprix s'est fait livrer la moitié de ses approvisionnements de magasins par un train de 2007 à 2016. Ils avaient fait un énorme effort d'investissement dans ce mode, plus livraison finale par camion, gros camion, mais par camion au gaz. Et ils se sont retrouvés un peu en porte-à-faux parce que la ZFE ne s'est pas développée aussi vite que prévu et qu'elle est mal appliquée. Et donc les plus vertueux se retrouvent un petit peu en porte-à-faux. Donc il y a ceux-là qui ne sont pas contents parce qu'ils ont fait les efforts. Et puis il y a tous ceux qui sont très contents quand les choses ne se font pas, les règles, mais qui sont étonnés, qui pensaient que ça aurait été fait plus tôt. Voilà, donc il faut, je pense aussi, alors nous on essaie de restituer ça aux villes, on essaie de leur dire qu'il faut oser. Et les villes ont beaucoup plus d'outils à leur disposition sur ces questions, notamment en termes de contrôle, hein, j'y reviens, on est dans un univers qui annonce beaucoup de choses sur des mobilités plus propres, mais qui contrôle très très peu, et donc qui applique peu, et donc on est dans cet entre-deux aujourd'hui où la mobilité, finalement, on sait que ça va venir, on sait qu'elle va devoir être plus propre, ils savent qu'ils vont devoir s'équiper en véhicule électrique, mais ils savent aussi que peut-être la parole publique ne sera pas aussi stricte que prévu parce qu'ils se rappellent du passé récent. On est encore dans une période de transition, manifestement. Est-ce que vous, dans vos... Peut-être dernière question, Laetitia Dablan, est-ce que dans la modélisation de la ville de demain, vous envisagez le véhicule autonome ? Donc on a parlé des drones. Le véhicule autonome, en général, va progresser, mais lentement, on le voit, hein, depuis 2015. On n'est pas du tout sur les rythmes prévus, qui étaient déjà pas mal de véhicules autonomes pour 2020. Ce qui, j'ai l'impression, va vraiment se développer. Encore une fois, c'est une contrainte économique, c'est les problèmes de recrutement de chauffeurs à longue distance. Ça sera très probablement les très gros véhicules poids lourds sur les très grands corridors, les autoroutes, notamment aux États-Unis, où là, le problème le déficit de main-d'œuvre est considérable. Donc, à mon avis, on va voir des choses. L'autre côté, ce sont un certain nombre de robots. Alors, pas les petits robots qu'on voit partout sur YouTube, qui sont des petits robots de trottoir très sympas, mais qui se développent très peu parce qu'ils sont très contraints. Hein. Le robot de trottoir, il s'arrête tout le temps, évidemment, puisqu'il a plein d'obstacles. Mais c'est plutôt dans les zones périurbaines, ces espèces de routes résidentielles à trafic assez homogène et lent. Et là, vous avez des robots de rue qui sont assez gros, hein, c'est la moitié d'une camionnette, je dirais, en termes de volume. Et là, on a déjà des lignes banales, hein, enfin, c'est essentiellement aux États-Unis et en Chine. Et donc c'est JD en Chine qui fait beaucoup de ces livraisons avec ces très gros robots de rue, qui s'insèrent bien dans ce trafic un peu lent. Et puis Walmart, Kroger, des gros distributeurs qui font ça dans les banlieues chics américaines, au Nevada, en Californie, au Texas. D'accord, mais est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait envisager des sortes de corridors comme ça, de véhicules autonomes ou de robots finalement, qui répondraient à la problématique de la ville du quart d'heure ? Je pense qu'on ne pourra justement pas voir de corridor. Par contre, on verra peut-être une partie de ces trafics autonomes s'insérer dans le reste du trafic. Et progressivement, peut-être quelques camionnettes autonomes un peu plus urbaines, mais celles-là, je les vois arriver vraiment en dernier. Merci beaucoup Laetitia Dablan d'avoir été avec nous. Merci. Dans quelques instants, ce sera la dernière table ronde de notre journée. Et tout à l'heure, nous allons parler de vélo.